Chaque dimanche, dans Paname, il y a des rites immuables. Le premier, ne pas hésiter à ouvrir les portes qui vous emmènent vers des mondes inconnus. Le lait, c'est pour la longévité, la longue vie. Le deuxième, partager des passions insolites, quitte à vous faire tourner la tête. C'est une sculpture qui illustre la force de l'imagination de l'homme. Enfin, emprunter des chemins détournés pour retrouver son regard d'enfant. Alors Yvan, vous cherchez dans le rayon littérature. Vous êtes venu à l'essentiel. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Paname. Je vous emmène aujourd'hui dans le nord de Paris. Plus précisément, dans un triangle en pleine mutation, coincé entre les voies ferrées des gares du Nord et de l'Est et la porte de la Chapelle. Il aura suffi qu'un ancien entrepôt de la SNCF soit réhabilité pour que tout un quartier change autour de la rue Pajol. Mais d'abord, je vous propose de partir en voyage. Ce coin de Paris accueille depuis longtemps une importante communauté indienne, sri-lankaise et tamoule. Les Tamouls, de confession hindouiste, ont pris l'habitude de prier jusqu'à 3 fois par jour au temple Ganesh. Enlevez vos chaussures et suivez-moi. Sur place, je retrouve Dharma Chandra, un Français converti qui va me servir de guide lors de cette cérémonie bien mystérieuse. Et là, on est dans un temple dédié à Ganesh. On est dans un temple dédié à Ganesh, qui est juste derrière nous. Alors Ganesh, dans la mythologie hindoue, en fait, c'est le seigneur des obstacles. On l'appelle en sanskrit Vigneshvara, le seigneur des obstacles, ou Vignaraja, le roi des obstacles. Il est celui, en fait, qui pose ou qui lève tous les obstacles aux réalisations matérielles et spirituelles, qui sont des manifestations de notre propre karma. Voilà. On peut dire que c'est le dieu le plus important de la religion hindoue. C'est pas forcément le dieu le plus important de la religion hindoue, mais c'est celui qu'on invoque en premier au début de toute quête spirituelle, voyage, entreprise commerciale, études. Il est le dieu des scribes et des astrologues et des commerçants. Et donc, par son intercession bienveillante, on peut accéder à la bénédiction de toutes les autres divinités, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que là, le brahman est en train d'invoquer Ganesh pour revenir vers l'autel central du temple. Il a fait le tour de toutes les divinités du temple et maintenant il va faire la récitation de mantras de syllabes mystiques finales en l'honneur de Ganesh pour clôturer l'office public. Vous êtes converti pour quelle raison à cette religion ? Alors en fait, la notion du karma, de la loi d'action et de réaction, le fait que l'être humain, les êtres vivants évoluent de réincarnation en réincarnation vers la libération spirituelle, la délivrance. J'ai trouvé ça plus logique de croire qu'il y a une seule vie immédiatement suivie par l'enfer ou le paradis éternel. J'ai trouvé que la loi du karma, la loi d'action et des réactions qui fait qu'on se réincarne, c'est plus logique pour expliquer les apparentes injustices de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Le lait, c'est pour la longévité, la longue vie. Ça. Basma, Vibhuti, la cendre, c'est pour se remémorer le caractère périssable de l'existence humaine. La substance jaune, c'est pour la prospérité. Et la kumkuma powder, la poudre de kumkuma rouge, c'est pour la connaissance spirituelle. Voilà. Merci. Ce temple-là, c'est ouvert à tout le monde. Oui, ce temple est ouvert à tout le monde, comme la plupart des temples hindous du Tamil Nadu, de l'État tamoul d'Inde du Sud. Ça veut dire qu'on peut passer, on enlève ses chaussures ? Voilà, oui. Alors n'hésitez pas à entrer dans ce temple et pourquoi pas vous aussi à faire une offrande à Ganesh.
श्री पार्वती अंबिका परमेश्वर प्रसादतीर्थं पूर्वोत्तर संकल्पितस्य यजमानस्य Votre nom. Yvan. इवन्नं देस्य अवयोग सखा कुटुम्बानां पादारन्द्रोगट्टोत्तरदनामध्यकरिष्ये Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va déposer les fruits au pied de la statue de la divinité. Il va briser la noix de coco pour offrir votre cœur à Ganesh. Et la partie dure, c'est-à-dire la coquille, ça représente l'ego humain, la personne humaine, qui est dure, qui manque de compassion, qui est égoïste, etc. Et la chair à l'intérieur qui est douce représente le soi intérieur, l'atman, l'essence divine présente en chaque être vivant. La nourriture est maintenant sanctifiée et vous pouvez consommer les noix de coco chez vous. Voilà. Elle est déroutante, cette communauté tamoule, mais tellement chaleureuse que j'ai beaucoup de mal à la quitter. Heureusement, la Alpajol abrite un jardin zen où je vais pouvoir prolonger l'évasion. À cette heure matinale, il n'y a pas grand monde, sauf là-bas, tout au bout du jardin, Stéphane et sa bien étrange chorégraphie. C'est beau, c'est très impressionnant. Merci. C'est quoi comme discipline? Du Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Ouais. C'est quoi? C'est japonais? C'est chinois. D'accord. Et vous venez régulièrement dans le jardin? Tous les jours pratiquement, ouais. Il y a pas mal d'espace et puis bizarrement très peu de monde qui vient ici, donc Ça coupe? ça coupe pas. Non, je plaisante. Ah oui, effectivement, oui, ça peut pas faire de mal. Non. C'est lourd? Bah, ça fait 1,5 kg à peu près. Ah oui. Et ça procure quoi comme sensation? Ça permet de travailler le centre de gravité. À partir du moment où on bouge les bras avec un poids assez lourd, parce que finalement 1,5 kg ça a l'air de rien comme ça, mais quand on fait des grands moulinets avec, c'est assez fatigant. On est obligé de contrôler plus précisément son centre de gravité, pour ne pas perdre l'équilibre, pour avoir une bonne assise et pour faire correctement les mouvements. Eric, qu'est-ce que vous faites? J'adore les trains. Vous regardez passer les trains? Oui, oh, ça va. Oh, dis donc. Non, c'est que j'adore ça. J'adore les voies, les trains, Et puis Vous êtes servi là. Et puis là, c'est un nœud ferroviaire. Un véritable nœud ferroviaire, parce qu'on est entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Donc ça a été construit dès le début, dès le 19e siècle, c'est-à-dire juste au moment où le train commence à se répandre un petit peu partout. C'est une invention extraordinaire, mais alors seulement on en a un petit peu peur. Ça a été inauguré en 1837. Alors, je parle des trains français. Le premier qui va jusqu'à Saint-Germain, c'est en 1837. Alors on dit ça va être inauguré par le roi. On va demander à Louis-Philippe. Alors on écrit des papiers, on lui dit voilà, Majesté, vous viendrez bien inaugurer. Oui, j'arrive. Et à ce moment-là, vous avez tous les ministres, tous les médecins qui disent oh là là, mais c'est extrêmement dangereux. Avec la fumée qui sort de la locomotive, vous allez tourner de l'œil. Il paraît qu'avec la vitesse, ça rend malade. Donc on fait tout pour dire au roi non mais attendez, surtout restez chez vous, faites pas cette bêtise. Alors, il faut bien trouver quelqu'un pour l'inauguration. À votre avis? La reine? Voilà, madame. Encore une courageuse. Voilà, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe. Mais elle ne s'est pas posé de questions. Et puis, les médecins ne se sont pas posés de questions pour elle. Donc, Marie-Amélie, la reine, est montée à bord de ce train et ça a été l'inauguration. Donc, très vite, ça c'est en 1837. Dès les années 1840, on commence à construire les premières voies. Et voilà pourquoi ça rentre dans la capitale. Voilà pourquoi les grandes gares sont au cœur de la capitale. Parce que la capitale s'est étendue autour de ces voies ferrées et autour de ces trains. Bon, depuis, il y a eu l'électrification, les TGV. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la SNCF quand même. Non, c'est pas nécessaire, mais vous allez me raconter l'histoire de cette Alpajol. Ah bah oui, parce que c'est un véritable trésor. On est dessous là. Vous entendez? Ça fait presque caisse de résonance. Oui, parce qu'on a su utiliser à l'époque la construction métallique. C'était une vraie révolution. Ça date des années 20. Alors évidemment, Gustave Eiffel était déjà passé largement. On savait construire avec du métal. On a construit en 1926 une grande halle, 140 mètres de long quand même, et 40 mètres de large. Bon, c'était destiné évidemment, ça avait un lien avec la voie ferrée, avec le transport par voie ferrée, puisqu'on utilisait cette halle pour y entreposer des marchandises, et puis on installait là, et les gens venaient chercher avec leur
leur voiture ou leur véhicule pour aller venir récupérer leurs affaires. Donc ce qu'on voit, c'est bien l'ancienne structure. Oui, absolument. On a conservé la structure métallique d'origine que l'on va, pour une partie, habiller. Avec du bois. Et cela dit, ça a failli être détruit. Ah ça a failli être détruit. Alors, c'est vrai que c'est une tellement longue histoire. C'est en fait, la mairie de Paris, d'un seul coup, a dit, mais attendez, à quoi ça nous sert du temps de Jean Tibéri? Alors, on va le détruire. Friche industrielle. Ah mais attendez, friche industrielle. Finalement, heureusement, sursaut. Et puis en 2004, la mairie de Paris rachète entièrement cette halle pour la transformer. La transformer en un lieu de communauté, un lieu où on peut se retrouver. Et dans ce quartier, c'est très utile. Mais regardez ces jardins, ça donne envie quand même, non? Ils sont magnifiques. Avec ces beaux miroirs d'eau, c'est magnifique. ben voilà. Il y a même des canards. Et ça repose surtout. Il ne faut pas louper l'esplanade là-haut. Hein. Ah ben on y va? On y va. On est de l'autre côté du bâtiment. C'est un bâtiment exemplaire. Hein. Oui, on voit bien, il y a les énormes panneaux solaires photovoltaïques. Ça veut dire qu'avec le soleil, on en manque un peu aujourd'hui, mais ça fournit l'électricité pour tout le bâtiment. Le toit, eh ben, on va récupérer l'eau de pluie. Avec ces grandes pentes, évidemment, on récupère tout ça et du coup, ça va donner de l'eau. Alors, pas de l'eau pour la consommation interne, mais plutôt pour arroser les fleurs et les jardins qu'on a vus de l'autre côté. Et puis, il y a cette ossature à mi-métal, mi-bois. Ce bois, c'est un bois très spécifique, puisque c'est du mélèze venu des pays nordiques. Et c'est exprès, parce que ce bois est très dur et très solide, donc il ne va pas s'user avec le temps. Ce qu'on appelle un bâtiment à haute qualité environnementale. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bâtiment? Alors, c'est d'une richesse incroyable, parce que c'est des lieux de rencontre. Donc, il y a quelques boutiques, il y a une bibliothèque, et puis il y a une énorme auberge de jeunesse. Quand je dis énorme, parce que c'est la plus grande de Paris, et il y a quoi? Il y a 300 lits à peu près, 310. Il y a 103 chambres, donc ça veut dire qu'il y a un accueil potentiel pour les étudiants et les jeunes du monde entier qui adorent venir se promener à Paris. Et ils ont raison. La halle Pajol abrite également Draft, un espace de travail partagé imaginé par Anne Gauthier et Quentin Billet. Un atelier pour les Parisiens qui n'ont pas de place chez eux pour travailler ou pour exercer leur passion. C'est le cas de Charline, architecte la semaine, ébéniste le week-end. Tu bosses sur quoi, Charline? Alors là, je suis en train de fabriquer un petit banc qui s'appelle FA1 et qui est un banc que j'ai conçu il y a quelques mois. Comment tu as découvert cet endroit? Alors, je suis une voisine et j'ai commencé à fabriquer des meubles, mais chez moi. J'avais besoin d'un espace, d'un établi, d'un espace pour bricoler et c'est exactement ce qu'ils proposaient. Comment tu fais? Tu réserves? Tu payes combien? C'est quoi les Alors, je conditions? réserve sur leur site internet, donc c'est assez interactif, comme ça, j'ai pas besoin de les appeler. Et je paye 10 € de l'heure. Ça va? C'est correct, voilà. Et en général, je viens par tranche de 4 heures. Je travaille du lundi au vendredi et le samedi, sur mon temps libre, bricoler est mon loisir. Ça vient d'où cette passion pour le bois, pour les Alors meubles? en fait, je suis architecte, donc déjà c'est la genèse. Et en fait, ça faisait des années que je voulais fabriquer des meubles et je m'étais construit un bahut l'année dernière pour mon salon. Je l'ai mis sur un réseau social qui s'appelle Instagram et on a commencé, dans mon entourage proche, à me faire des commandes parce que je savais découper du bois et travailler la matière. Ça vaut combien ton banc là? Il vaut 180 €. Ça va. C'est correct. Bon. Voilà. T'espères en vendre beaucoup? 5 5, c'est Ouais. l'objectif que tu t'es C'est fixé? une édition limitée. D'accord. Et c'est Voilà. un peu rentable ou? Charline The Wood. C'est un jeu de mots. Voilà, mon prénom et le fait que je travaille du bois. Voilà. Bonne journée. Merci. Chez Draft, on peut donc tailler du bois à l'ancienne, mais aussi travailler sur des machines de toute dernière technologie. Guillaume vient ici pour réaliser des prototypes grâce à une découpe au laser. Ce jeune designer crée des objets a priori plutôt lugubres, mais finalement très lumineux. Guillaume, on est entouré peut-être de morts là. Toi, tu travailles sur ce projet précis. Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir ici dans cet espace de coworking? Alors ici, l'avantage, c'est que ça permet de gagner du temps dans les phases de conception. Parce qu'auparavant, avant que ça ouvre, c'est vrai que j'avais besoin d'aller rencontrer directement les usines et les différents prestataires et que ça faisait pas mal d'allers-retours. Là, l'avantage, c'est d'avoir la chance de pouvoir travailler à côté sur les fichiers, venir les essayer ici en découpe laser, par exemple,
et les corriger directement et revenir faire un test 2 heures après. C'est le matériel proposé qui est important ici, qui est essentiel pour toi. C'est le matériel, après c'est aussi le concept. Et qu'est-ce qu'il a de plus, ce concept? C'est d'avoir quelque chose d'assez ouvert en fait, où on a la possibilité de venir échanger avec des gens qui ont un certain savoir-faire sur l'utilisation des machines par exemple, et de travailler ensemble sur obtenir les meilleurs résultats possibles. Quand on part de zéro, c'est toujours un petit peu le parcours du combattant, et ici c'est le parcours du combattant mais un peu plus facilité. L'idée de base, c'est ce projet qu'on a juste ici, qui est donc une sculpture en lévitation. Donc ça, c'est pas du tout un objet grand public, c'est une série limitée qui est très conceptuelle à la base, qu'on a décidé de produire en 8 exemplaires. Et en fait, c'est une sculpture qui illustre la force de l'imagination de l'homme. Elle lévite grâce à un système d'électroaimant. Et quand elle quitte la gravité, ça signifie qu'elle quitte le temps et va voguer dans l'imagination. Et moi, je vais voguer à l'autre bout de l'esplanade Nathalie Sarraute pour un lieu de vie incontournable du quartier. Alors Yvan, je vous cherchais dans le rayon littérature. Heureusement que vous arrivez, parce que j'en peux plus. Vous êtes venu à l'essentiel. Bah oui, on a dit que c'était ici qu'on trouvait les jeux vidéo Absolument, à oui. Paris. C'est d'ailleurs la seule bibliothèque où on trouve des jeux vidéo à Paris. Ah, c'est unique. Unique, oui. Il y en a quelques-unes en province, mais c'est la seule à Paris où on trouve des jeux vidéo. En tout cas, Oui, c'est ça fait, cardiaque. ouais, ouais. ça fait du bien. Vous n'avez pas pris le jeu le plus facile, hein. Vous avez pris quelque Vous chose l'avez essayé de physique. Oh, je connais déjà. Ah, vous avez déjà Oui, testé? Oui, oui. En dehors de sa salle vidéo très prisée des enfants du quartier, la bibliothèque Vaclav-Havel propose des services plus traditionnels. Mais elle a aussi une forte vocation sociale et d'intégration qui est liée à son emplacement particulier. Il faut dire que ce quartier forme comme une île en fait. Il est coincé entre les rails de la gare de l'Est et les rails de la gare du Nord. Et sur cette île, quand vous regardez le plan, en fait, vous trouvez vraiment toutes les communautés, qu'elles soient africaines, asiatiques, pakistanaises, tamoules. Et on les retrouve ici dans la Et bibliothèque? en fait, le média, c'est les enfants qui viennent et qui amènent ensuite leurs parents. C'est une bibliothèque qui a une forte vocation sociale. On fait de l'aide aux devoirs, vers les personnes âgées qui sont empêchées, qui ne peuvent pas se déplacer, on livre des bouquins à domicile. On a un écrivain public qui est en train d'aider les gens à rédiger des documents administratifs. On propose en fait des ateliers de conversation, des cours de français. Il y a énormément de migrants qui fréquentent la bibliothèque. Ouais. Allez, quittons le paquebot en bois de la rue Pajol pour déboucher dans les petites rues du quartier. On y retrouve les traditionnelles terrasses de bistrot, les étals des primeurs et le typique marché couvert parisien. Cette halle, construite fin 19e, porte plusieurs noms. On l'appelle parfois le marché de la Chapelle et parfois le marché de l'Olive. Dans tous les cas, c'est un lieu populaire, entièrement refait, très apprécié des gens du quartier et de ceux qui y travaillent, comme Lourdes, Vanessa, Florian et Thierry, des voisins de stand devenus copains. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien toi? Moi, je me suis dit que comme c'est la pause café, Ça c'est gentil. les chouquettes. Allez, on va parler dames. Oui, comme c'est chou hein. Oui. Merci. Bon, c'est la tradition, tous les matins, petite pause autour d'un thé. Sinon, enfin, ils se retrouvent et on se retrouvait, puisque moi je suis plus. T'es plus vraiment ici, toi. Tu as été ici? J'ai été ici. J'étais voilà. Voilà le berceau d'Anvrac. À la place de... À la place de Vanessa.
C'est là que tu as testé ton concept. Et donc c'est ici que j'ai testé le concept, absolument. Je suis arrivé ici pas par hasard, puisque le quartier m'intéressait. En fait, en vrac, et comme on le verra tout à l'heure, est un concept nouveau. Donc pour ça, j'avais besoin de le tester. Et le quartier me semblait intéressant en termes de mixité. On a des jeunes, des moins jeunes, des bobos, enfin on a des ouvriers, on a vraiment de tout. Si ça marche ici, ça le fera ailleurs. Et ailleurs, c'est pas très loin. Et ailleurs, c'est pas très loin, c'est à une encablure du marché. Tu vois, on n'est pas très loin. Ici, au premier abord, on vend des sandwichs, on sert dans une jolie déco un plat du jour qui mitonne au milieu du restaurant. C'est déjà très sympa, mais quel est donc le concept mystère? C'est quoi? Ce sont des alambics, ça? Ce ne sont pas des alambics, ce sont des cuves des cuves de vin en inox. D'accord, ça c'est pour tirer du vin à la tireuse. Ça c'est pour du vin, voilà, tirer du vin à la tireuse. Et donc, comme le concept a tendance à disparaître, voire a disparu, aujourd'hui il n'existe plus que dans certaines caves coopératives et chez certains petits cavistes de province. Mais sur Paris et les grandes villes, donc le concept du vin en vrac, du vin à la tireuse a disparu depuis, je crois que c'était les années 60-70. Ce que tu vois là sont des tuyaux qui permettent d'alimenter chaque cuve en azote, donc l'azote permettant de protéger le vin. Puisqu'il faut savoir que la plupart des vins qui sont ici sont des vins naturels, des vins sans soufre. Et l'azote, ça ne perturbe pas le vin? Absolument pas. Là, on prend sa bouteille, on a une consigne, si on ne la ramène pas, si Exactement, on la ramène, on voilà. rembourse la consigne. Alors, le principe, c'est tu viens avec ton propre contenant. On a même une petite mamie qui vient toutes les semaines, qui, elle, a 3 bouteilles de 25 centilitres. Et donc, elle nous prend, c'est sa dose de la semaine, et donc elle nous prend son rouge, son blanc et son rosé. Donc tu vois, on a droit à tout. Et si tu n'as pas de contenant, donc on peut te consigner cette bouteille. Donc c'est une jolie bouteille sur le principe bouteille de limonade. Donc moyennant 2 €, la bouteille t'appartient. Ou alors le jour où tu n'en veux plus, tu nous la ramènes et on te rembourse la consigne. Et après on se sert. Et après on se sert. Tout seul. Ah, voilà. Si tu as envie de te servir, tu te sers. Autrement, nous on le fait bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce concept, c'est que ça fait ça touche, on va dire, 3 catégories de clients. C'est-à-dire que pour les plus anciens, ça leur rappelle des souvenirs d'enfance, tu sais, quand ils allaient avec leur père, leurs parents chercher du vin ou du lait à la tireuse. Pour d'autres, ça leur rappelle les vacances, tu sais, dans le sud, quand tu vas chercher le cubi de rosé avant de jouer à la pétanque, tu vois, quand tu vas à la cave copée. Voilà, exactement, ouais. Et puis pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, et c'est là où ça me touche et c'est là où ça m'intéresse. Quand ils se retrouvent devant le principe de la consigne, tu vois, parce que donc là on a un magnifique Duchamp qui est là. Qui est une œuvre d'art, puisqu'on trouve à Beaubourg, bien évidemment. Quand ils se retrouvent devant cet arbre à bouteilles et les cuves, comprennent immédiatement le message écologique. C'est-à-dire qu'ils prennent une bouteille, ils reviennent avec beaucoup de fierté, tu vois, comme s'ils faisaient un geste écologique, un geste citoyen. Donc pas de sac, plus d'emballage, et donc c'est le retour de la consigne. Picoler, c'est bon pour la nature. On peut dire que picoler, c'est bon pour la nature. Et Pasteur disait que c'était bon pour la santé aussi. Dis-moi, l'autre avantage, c'est que c'est moins cher le vin en vrac. Exactement. Donc l'autre avantage, c'est que c'est moins cher. Au final, tu économises en moyenne entre 30 et 40% sur une bouteille. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre du pinot noir ou du bordeaux, ça? Ouais, on peut prendre un bordeaux. Ça, c'est un joli bordeaux naturel, donc bio. Je suis sûr que tu faisais ça quand tu étais petit. Ouais, je le faisais, mais à la cave de mon grand-père. D'accord. Au fût, directement. C'était où, ça? C'était dans le Loir-et-Cher. C'était pas une grande région à Pinard, mais... Ah si, il y a des jolies choses. Et la dernière goutte. C'est ça. La bouteille d'Yvan. Tac. Merci Thierry pour ton accueil. Avec grand plaisir. À très bientôt, Yvan. Merci. Let go.
À la vôtre. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Et croyez-moi, ce quartier de la Alpajole est à déguster sans modération. Un lieu peu connu, à l'écart des grands sites touristiques de la capitale, courez-y, vous ne serez pas déçus. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. If you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax.